Alors, mes chers collègues, nous entamons nos travaux avec l'audition de l'Association des maires ruraux de France, représentée par Monsieur Bertrand Hochecorne, maire de la commune de Marot-Auprès dans le Loiret. Monsieur le maire, le Sénat a décidé de la constitution d'une commission d'enquête dont l'objet est de travailler sur la libre administration des collectivités territoriales et le financement des services de proximité et de la transition écologique. Ce type de formation entraîne un certain formalisme juridique. Et donc, avant de vous donner la parole, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite donc à prêter serment et de dire toute la vérité et rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je promets de dire rien que la vérité, toute la vérité, je le jure. Voilà, merci. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt. Conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, vous avez donc prêté serment et nous allons vous donner la parole pour une introduction d'une dizaine de minutes avant que le rapporteur et les membres de la commission vous posent ensuite des questions. Mais avant de vous laisser la parole, je donne la parole à notre collègue Thomas Dossus pour qu'il présente les axes de travail de notre commission d'enquête. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je vais introduire notre commission d'enquête pour vous présenter un peu le cadre, mais je vais aller très vite puisque ce qui nous intéresse sont évidemment vos propos. Mais vous savez qu'on est très attaché ici au Sénat au rôle des collectivités et en premier lieu des communes dans l'action publique et la démocratie locale. Mais depuis plusieurs années, on s'est rendu compte que les communes étaient privées progressivement de leurs ressources propres, en particulier fiscales, et ce qui fragilise leur autonomie financière. Et donc, ça rend nos votes du projet de loi de finances de plus en plus importants dans la constitution de vos budgets. Et donc, à ces pertes en plus se rajoutent des charges croissantes, notamment les investissements nécessaires dans la transition écologique. Et donc, nous avons construit cette commission d'enquête pour comprendre comment les communes, quelle que soit leur strate, leur taille, envisagent les choses et comment elles ont perçu les différentes réformes fiscales qui les ont concernées ces dernières années au vu des besoins d'investissement qui arrivent. Et donc, vous avez reçu un questionnaire et puis on aimerait bien un peu avoir l'avis des maires ruraux puisque c'est l'association que vous représentez aujourd'hui. Merci, monsieur le rapporteur. Peut-être mettez le micro. Ouais, parfait. Le bouton, voilà, celui-là. Voilà, vous m'entendez bien ? Merci. Très bien. Voilà, donc comme vous l'avez dit, je suis maire d'une commune rurale près d'Orléans de 1600 habitants et je suis depuis quelques années le coordonnateur de la commission des finances de l'Association des maires ruraux de France. Et du coup, je suis investi pour parler de ces domaines-là. Et d'ailleurs, ce matin, j'étais avec Michel Fournier voir Monsieur Lombard et Madame de Montchalin pour parler. Ils nous annonçaient encore des mauvaises nouvelles, mais avec le sourire. Voilà, donc vous avez dit quand même beaucoup de choses qu'on ressent. Je crois que je vais que abonder dans le sens que vous avez dit. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la baisse... Alors, je ne sais pas pour commencer. Déjà, vous avez parlé de la suppression de la taxe d'habitation. Par exemple. C'est vrai que dans un premier temps, c'était compensé normalement et en s'appuyant que sur les propriétaires, hein, puisqu'on a récupéré le foncier bâti du département et avec un mécanisme de coco qui, à mon avis, ne pourra pas durer éternellement. Mais enfin, le FNGIR, il dure déjà depuis 20 ans et on transmet toujours des choses. Bon, voilà. Évidemment, le lien avec les habitants a été coupé. Et j'avoue, j'ai fait une proposition personnellement à l'Association des maires ruraux de France pour voir de réflexion, sans doute pas avant ces élections, c'est trop court, comment rétablir un lien par un impôt qui serait progressif sur les habitants de la commune, mais avec deux pendants. Un premier qui serait le fait que quasiment tout le monde paierait, mais en fonction de ses revenus. C'est grosso modo celui qui est au RSA, il paierait 5 €, et puis celui qui est plus riche, il paierait plus cher. On peut le faire baser sur l'impôt sur le revenu, ça c'est assez facile à prélever. Des communes pourraient baisser leur foncier bâti pour pas augmenter la pression fiscale ou juste éventuellement ce dont elles ont besoin.
Et puis, inversement, il faudrait lier un mécanisme de péréquation en arrière auquel je réfléchis, de péréquation pour que les communes dont les habitants sont aisés ne soient pas d'un coup une manne très importante, et on verrait les communes où les habitants sont pauvres ne pas l'avoir. Donc ça, c'est une proposition que j'ai proposée à la Chambre des maires ruraux de France et qu'ils ont validé. Donc c'est pour le premier point. Et donc pour revenir uniquement au foncier bâti, c'est vrai que quand on augmente, le problème c'est qu'on a des habitants qui ont certes des maisons qui ont des valeurs locatives importantes, mais qui ne sont pas forcément bien financièrement, pas avoir beaucoup d'argent. Donc en fait, si on augmente, certains peuvent et d'autres ne peuvent pas. Parce que c'est vrai, quand je fais le bilan, que grosso modo, un habitant de ma commune, alors je ne crois pas la moyenne, mais va payer 800 € par an pour avoir l'école, pour avoir les routes, pour avoir le service d'état civil, pour avoir les élections, pour avoir tout ça. C'est en fait pas beaucoup quand vous voyez les autres choses. La seule chose, c'est que si je monte à 900 €, enfin pour 900 € pour un foyer qui a 2 enfants et qui est au SMIC, c'est énorme. À un moment où les factures d'eau augmentent, etc. Donc ça, c'est le premier point par rapport à ce que vous avez proposé sur les impôts. Après, pour la grande majorité des communes, les autres impôts, c'est epsilon ou peanuts, comme vous voulez. Je suis matheux, donc j'ai epsilon. Voilà, donc pour des communes, évidemment, de villégiature, de bord de mer, de montagne, les résidences secondaires, c'est important. Alors là, il y a quand même un problème, c'est que le détournement de résidences secondaires, ça peut être un peu facile, et ça serait important qu'on fasse, maintenant que ça fait quand même quelques années qu'on est passé sur ce régime-là, s'il y a eu beaucoup de variations. Moi, j'ai un collègue maire, mais lui, il était plutôt dans le bon sens. Il était dans la banlieue de Rennes, et avec pas mal de gens qui avaient maison à Saint-Malo, comme c'était moins cher chez lui, les gens ont mis en résidence principale à Saint-Malo et en résidence secondaire à Rennes. Alors, c'est peut-être pas légitime, mais d'un coup, lui, il y gagnait. Par contre, j'imagine que Saint-Malo, il perdait, ou Dinard ou autre. Par ailleurs, de manière totalement honnête, on a un enfant étudiant, du coup, il est majeur, on peut le considérer comme locataire de sa maison et passer. Donc, ça serait intéressant de voir s'il y a une déperdition ou non par rapport à ça. Mais ça, j'ai pas aucun chiffre. J'avais signalé à Olivier Dussopt quand il était ministre du Budget. Il m'avait dit, mais ça se voit par les commissions municipales des impôts directs. Honnêtement, moi, j'en fais depuis que je suis maire. Jamais j'ai vu si c'était résidence secondaire ou non, et s'il y avait des variations. Alors peut-être qu'il faudrait qu'il y ait plus de visibilité sur ce qui change de statut dans une commune, qu'au moins on puisse contrôler que ça va bien. Alors pour parler maintenant des dotations, alors je vais faire en deux temps. Les dotations de fonctionnement, c'est-à-dire principalement DGF, DSR et fonds verts, disons. Et donc le total, enfin DETR, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, non, DSR pour le fonctionnement, DGF. Bon, alors là, c'est, comme vous savez tous, j'imagine que la DGF, c'est maintenant un empilement de réformes successives qui datent depuis 30 ou 40 ans, et qu'il y a la DGF forfaitaire sur laquelle on comprend rien. Je suis au comité des finances locales, donc c'est pour ça que je connais quand même pas mal le sujet. Et puis... donc c'est une grande réforme qui serait nécessaire, mais c'est tellement compliqué, et forcément, si on n'est plus juste, on a des gagnants, ça ils seront contents, on aura des perdants, même s'ils sont plus aisés. Mais là, il y a un problème intéressant. Quant à la dotation de solidarité rurale, alors c'est vrai qu'elle augmente un petit peu. Là, ils ont, aux dépens de la DGF et cette année de la dotation de soutien à l'investissement local, de la TSIL, puisque la DSR a augmenté de 150 millions d'euros et la TSIL a baissé de 150 millions d'euros. Alors c'est pas neutre, parce qu'en fait, ça nous donne quelque chose qui est du côté du fonctionnement contre quelque chose qui est de l'investissement aux fonctions des projets. Donc c'est un peu différent, ça nous donne un tout petit peu plus de latitude, mais c'est le seul point positif que j'ai vu, puisque globalement, la DGF, alors j'ai fait le calcul entre 2017 et 2023, donc il faudrait rajouter une année, mais, certes, elle a augmenté juste d'un chouïa, encore un mot qui veut dire pas grand-chose, mais en euros constants, elle a baissé de entre 13 et 14%. Alors je voudrais insister sur le fait que quand la DGF baisse globalement en euros constants, parce que les prix ont augmenté, donc je pense que c'est le bon créneau.
il y a des communes qui sont, je veux dire pauvres, c'est pas le mot, mais enfin qui sont pas d'énormes ressources, qui leur ressource principale c'est quand même la DGF, et d'autres au contraire c'est principalement les impôts. Et dans ces cas-là, comme nos impôts ils ont été indexés sur l'inflation, et ça tant mieux pour nous. Enfin, je parle des valeurs locatives. Du coup, on enrichit les communes les plus riches, ou on les maintient, et on abaisse les communes les plus pauvres. Donc il faut réfléchir à cette augmentation de l'écart qu'on fait mécaniquement, parce qu'en fait, pour des raisons que on peut comprendre, le gouvernement ne veut pas augmenter les dotations en euros courants, et du coup il les baisse en euros constants, et inversement. Donc comme ça tombe sur les particuliers, ça ne le gêne pas, et tant mieux pour nous, d'augmenter les valeurs locatives. Donc il y a cet aspect-là qui est important. Alors, puisque on était reçu par Monsieur Lombard ce matin, je voudrais dire quand même ce que je lui ai dit, puis Madame de Montchalin. Je lui ai dit que si, même si on n'est pas d'accord parce qu'ils veulent nous prendre pas mal de milliards, il faudrait quand même réfléchir à l'écart de richesse entre communes. Il y a des écarts qui sont vraiment énormes. Alors peut-être directement par des méthodes de péréquation horizontale ou autre à améliorer, peut-être aussi par trouver un mécanisme qui parte d'un projet parlementaire, mais qui, sans contraindre les intercommunalités, les oblige à faire un bilan comptable et de voir comment on pourrait faire plus de solidarité territoriale. Parce que je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'intercommunalités où ça fonctionne très très bien. Je vous donne l'exemple de chez moi. On a fusionné à 4 communautés de communes. Moi, je présidais à l'époque la petite commune pauvre, entre guillemets, donc qui ne contribuait pas au FPIC, au fonds de péréquation intercommunale. Les 3 autres communes de communes y contribuaient. Et quand on est passé en intercommunalité, vous savez qu'il y a un mécanisme qui fait qu'on multiplie la population par un coefficient logarithmique, et on est passé à 50 000 habitants parce qu'on a pris 25 communes. D'un coup, le total n'a plus payé le FPIC. Donc nous, grâce à nous, parce qu'on était pauvres, et grâce à ceci, les autres communes, la commune en face de chez moi, qui a 6 000 habitants, a gagné 320 000 euros. Par contre, comme le potentiel financier est calculé pour partie sur la richesse de l'intercommunalité, nous, on a été considérés comme plus riches sans être plus riches. Eux, ils ont été considérés comme moins riches sans être moins riches. Et du coup, nous, on a perdu des péréquations. C'est-à-dire qu'en fait, on a augmenté les inégalités au sein de l'intercommunalité. Et c'est ça, peut-être que s'il y avait un bilan qui était fait, où on regarde bien les richesses. Après, je veux pas être coercitif dessus, mais qui est quand même un bilan où ça soit clair, et comme on a une collecte, une fois par an, on se réunit, on regarde les indices de toutes les communes, et puis on les compare, et peut-être qu'il y a des mécanismes qui pourraient se voir. Peut-être que je rêve, mais enfin voilà, ce sont des propositions pour aller dans ce sens-là. Et sur la partie donc DGF, donc DSR, alors on va dans le détail technique. Allez-y. Voilà. Et vous savez qu'il y a trois branches dans la DSR. Il y a une branche dite bourg-centre qui est basée. Alors moi j'en profite, donc je ne vais pas vous dire trop de mal, mais quand même honnêtement, j'en profite parce que j'ai 16% de l'ancien canton de 2014. Vous voyez la raison. Bon, c'est vrai que j'ai. Et il y a une question dite péréquation. Alors, 90% des communes la touchent. Donc, tout le monde dit, mais c'est pas de la péréquation. C'est un peu vrai, mais ça aide quand même beaucoup de communes. Ceci étant, comme c'est calculé par rapport à un écart de richesse, donc la commune qui est pas loin du seuil maximum, elle touche presque rien, quand celle qui est vraiment pauvre va toucher beaucoup plus. Donc, c'est pas complètement faux. C'est un peu faux quand on dit c'est pas de la péréquation. C'est quand même de la péréquation, mais ça permet à beaucoup de communes rurales de vivre. Et jusque-là, vous savez que c'est le comité de finances locales qui, quand il y a un surplus de DSR, qui est souvent pris sur les DG forfaitaires, il y a un surplus, c'est le comité des finances locales qui répartit. Et là, depuis 3 ans, voyant que ça, systématiquement ça allait sur Bourg-Centre, le gouvernement a imposé qu'il y ait 60% qui est sur la péréquation. Alors il y en a une qui est cible, qui elle est un coup près, parce qu'en fait elle est sur les mêmes bases que les péréquations, sauf qu'il y a un indice
qui fait entrer la population et la richesse, 75% pour la richesse et 25% pour les revenus des habitants. Et quand on est dans les 10 000 premiers, on la touche. Quand on est 10 000 unième, on la touche pas. Or, en fait, au milieu, il y a très très peu d'écart. Et donc, il y a des communes qui qui passent le seuil dans un sens ou dans l'autre. Et soit c'est l'aubaine, soit c'est la catastrophe. Et j'avais proposé à la DGCL un mécanisme de lissage. Et ils n'ont donc pas... Je crois il y a des effets de seuil qui sont... Il y a un effet de seuil qui... Bon, en fait, la bonne idée, ça serait de... si on ne parle pas de réforme globale de tout ça, qui est très difficile à faire, même si c'est nécessaire, de fusionner la cible et la péréquation avec un phénomène péréquateur, mais qui permette quand même à un grand nombre de communes de le toucher. Ça serait, je pense, intelligent, parce que ensuite, il y a pas mal de points pour qu'on en touche. Ils sont les mêmes pour les deux dotations. Donc ça serait pas compliqué. Et voilà pour ce type de choses. Alors après, donc si j'ai compris ce que proposait Madame de Montchalin ou Monsieur Lombard, je sais plus, enfin je crois qu'ils étaient d'accord, c'était de voir si on pouvait pas. Là, je passe aux dotations, enfin aux subventions pour l'investissement, puisqu'on a la DETR, donc des territoires ruraux, donc qui d'ailleurs ne va pas toujours sur le rural, donc à la MRF, c'est quelque chose qu'on reproche un peu. Après, il y a la TSIL et il y a le fonds vert, si j'ose dire, c'est les trois principaux. Alors, si on regarde les montants, 10 milliards la DETR, 420 millions la TSIL, et 1 milliard 150 millions. Donc en fait, la DETR, c'est 87% du total. Leur idée, ce serait de le fonder ensemble, si j'ai bien compris, de fonder les trois ensemble. Alors nous, aux maires ruraux, on est un petit peu méfiants, parce que DETR, quand même, qui en fait 85 ou 7% de l'enveloppe, elle est quand même, normalement, il y a un R qui veut dire rural. Les autres, non. Donc est-ce que d'un coup, on ne serait pas complètement désavantagé sur les territoires ruraux ? Donc il y a une inquiétude par rapport à ça, même si ça éviterait les multiples guichets que l'on a quand on fait une demande. Là, je ne sais pas si... Parce que si je peux je vous en prie. Interrompre sur le fonds vert, par exemple, pour vous, c'est un dispositif qui a été mis en place assez récemment. Est-ce que les maires ruraux, les petites communes, ont pu facilement y avoir accès ? Ou est-ce que ça a été plus compliqué que pour d'autres ? Parce que ça aussi, c'est un enjeu d'ingénierie, d'avoir des gens qui puissent... Surtout, c'était la première année, j'en ai eu la première année, mais c'est des dossiers quand même très complexes, et il y a certaines questions, comme j'étais scientifique, j'ai su y répondre, mais honnêtement, ce qui aurait nécessité sinon de faire venir un cabinet d'études. Mon sujet, c'était de mettre en l'aide toute ma commune, ce que j'ai pu faire, grâce au fonds vert et une subvention régionale. Mais j'avoue que le dossier, ma secrétaire s'est arraché les cheveux. Et j'ai fait quelques... D'ailleurs, il y a des questions, honnêtement, je ne les ai plus en tête, mais... Mais vous avez quand même réussi au bout d'un... J'ai réussi au bout d'un moment. Faut de... Les LED. Oui, je sais. Mais j'irai pas. Je me mets leur place. En fait, moi, j'en ai profité parce que je me suis aperçu que c'était le retour sur investissement le plus rapide. Bien sûr. Parce que j'ai eu une subvention de fonds verts, j'ai eu une subvention de la région et j'ai eu des C2E. Et donc, j'étais financé. Alors, vous dites pas plus de 80%, mais les C2E, ça compte pas. Donc, j'ai pas triché. J'étais à moins de 80% sur les subventions publiques. Mais en 3 ans, j'ai récupéré ma mise. D'autant plus que j'ai arrêté l'éclairage entre 11h et 5h du matin. Donc, je l'ai fait il y a 2 ans. L'an prochain, ça y est, j'aurai récupéré ma mise. Donc après, moi, j'étais à 40%, ils ont baissé à 20%, ils ont vu que c'était... Voilà. Si on revient sur cette hypothèse de fusion DETR, DSIL, fonds vert, vous, votre crainte, ce serait vraiment que les territoires ruraux... parce que problème d'ingénierie, parce que ça ferait une somme globalisée, vous sortiriez un peu de la possibilité d'aller... C'est-à-dire, normalement, comme la DETR fait 87% du total et qu'on peut abonder sur les autres, donc normalement, on devrait être à 90%.
Je mets un bémol parce qu'il y a certaines intercommunalités semi-rurales, semi-urbaines qui en touchent, on ne sait pas trop pourquoi. Donc c'est pas forcément toujours rural, mais admettons que ce soit toujours rural. D'un fonds global où toutes les communes pourraient tirer, ça m'étonnerait qu'on en sorte à 90% pour le rural. Voilà. Très bien. Vous avez parlé de rupture de lien entre la population et comme elle ne paye plus la taxe d'habitation, qui reste encore la taxe foncière, hein, mais vous l'avez dit, qui concerne une petite partie ou qu'une partie de vos habitants. Vous l'avez vraiment senti, cette rupture de lien entre... Rassurez-vous, il râle toujours autant, voilà. Qu'il paye ou qu'il ne paye pas. Ouais. Mais je ne sais pas si le lien il est dans nos têtes, mais c'est vrai que... Alors en milieu rural, on a moins, parce qu'on a 75% de propriétaires et 25% de locataires. N'empêche que ces gens-là, c'est vrai que il y en a qui sont de revenus aisés, et donc on ne voit pas pourquoi ils contribuent de rien du tout. Des locataires, parce que c'est des gens revenus aisés, mais qui changent de poste, et donc ils ne se fixent pas, donc ils n'achètent pas, etc. Et là-dessus, je reviens à la proposition qu'on a faite, quoi. Après, je ne sais pas si c'est vrai dans la tête des gens. Ouais, de remettre une contribution locale. Ouais. Non, mais je veux dire, ceux qui sont locataires, ils se rendent compte qu'ils ne payent rien. Ouais. Qui ne contribuent pas du tout à la commune. L'enjeu, il est plutôt que, là, effectivement, en milieu rural, c'est peut-être un peu différent, mais que certains n'aient pas l'impression de payer pour tout le monde tout le temps. C'est ça l'enjeu aussi. Oui, c'est ça. En gros, il y a beaucoup plus de locataires, ou à la fin, la base, l'assiette. Oui, parce que des propriétaires qui ne sont pas forcément très, très aisés, je sais pas, ou qui vivent de leur loyer. Donc... On a parlé des investissements verts. Vous avez parlé de l'investissement que vous avez fait pour l'éclairage. Moi, j'avais suivi un peu les travaux du grand atelier. Oui, Fanny Lacroix. Ouais. Où on parlait aussi beaucoup des besoins d'investissement pour la transition et du partage de la valeur, notamment pour les réseaux, et puis de bien prendre en compte les aménités rurales, tout ça. Pour vous, la transition, en tout cas, c'est un poste d'investissement dans les communes rurales en ce moment? Pour moi, ce serait un poste. D'ailleurs, là, je suis sur un autre dossier, isoler mon école et faire de la géothermie pour tout chauffer. Mais c'est des sommes énormes. Pour ma commune, pour isoler l'école, c'est 1 million d'euros. Je suis tout net. Et donc, quand vous avez un investissement comme ça qui vous semble prioritaire, comment vous montez le financement? C'est quoi en cas pratique? En cas pratique. Je rappelle toujours la parole de mon adjointe qui était élue de 2020. Et là, c'était quand on refaisait la cantine. Et elle me dit, mais combien allons-nous avoir de subventions? Je lui ai dit, écoute, je n'en sais rien. Et quand il y aura le premier coup de pioche, je n'en saurai toujours rien. Et ça a été le cas. Alors, il y a les maires qui ont un peu de culot et qui tentent le coup, qui se lancent. Et puis, ça vient ou ça vient pas. Si ça vient pas, c'est l'investissement futur. Ils s'endettent et c'est l'investissement futur qui en pâtira. Alors là, je peux vous donner mon exemple. Donc, je suis très lancé sur la géothermie. On l'a déjà fait pour une salle polyvalente. Donc, on voulait relancer. On a le domaine scolaire et les bâtiments de la mairie qui sont vraiment à côté les uns des autres. Donc, faire de la géothermie sur le total. Et donc, on a travaillé là-dessus. Ça a été validé puisque je suis en bord de Loire. Enfin, bord de Loire, oui, pas loin de la Loire. Moi, j'ai un premier adjoint qui est au BRGM. Voilà, il nous a bien donné les renseignements. Et on a fait des études, ça convient. Alors après, on m'a dit, mais si tu fais de la géothermie, il faut d'abord isoler l'école. Bon, je suis parti sur isoler l'école, c'est là que j'ai eu 1 million. Et puis, j'ai pris un architecte qui m'a fait le bilan, parce qu'après, quand on demande, il vous dit combien ça coûte. Moi, j'en sais rien du tout. Donc, qui m'a fait une estimation et qui a fait les choses. Donc, il fait l'appel aux entreprises. Mais après, vous m'auriez vu il y a 15 jours, je ne savais rien du tout. Hier, j'ai appris que j'avais 285 millions d'euros de DETR. C'est de la chance. Bon, j'ai postulé... 280 000 1000, pas millions, oui, pardon, 480 000. Mais je suis tellement content. Mon enthousiasme m'a... J'ai juré que je disais toute la vérité et je dérape. 285 000 euros pour ma commune, c'est énorme. C'est énorme. Et puis, je pense pouvoir quelque chose de la région et je négocie demain au département. Mais donc, je vote mon budget la semaine prochaine. J'ai fait hier ma commission des finances. Bon, là, vu la nouvelle que j'ai eue hier, je dis, bon, on va pouvoir y aller. Sinon, je stoppais. En plus, à 1 an de la fin de mandat, je ne vais pas endetter pour le mandat suivant sur quelque chose qui serait infaisable. Là, je vais y aller quand même. Très bien.
Je pose encore une question, puis je vous laisse après poser vos questions. On s'interroge sur la libre administration des communes et leur autonomie fiscale. Est-ce que vous pensez que actuellement, là vous venez de le dire, c'est beaucoup de la subvention et d'aller chercher au bon endroit les subventions. Est-ce que vous pensez encore que les communes, malgré toutes les réformes fiscales, ont encore une autonomie et des choix? Elles peuvent encore faire des choix libres et éclairés? On fait des choix qui sont quand même très motivés par l'endroit où il y a des subventions, c'est clair. Si on a des subventions, alors c'est vrai pour l'État, c'est vrai aussi pour la région, le département, ils vous disent nous on va financer tel genre, ce qui est un peu logique, mais on n'a pas l'autonomie qu'on voudrait avoir totalement, et donc on est là à jongler, à voir entre nos envies et les choses comme c'est, comme je dis, il y a certaines choses, ça coûte 200 000 euros, on aura 0, il y a d'autres 200 000 euros, on aura 100 000 euros. Donc en fait, les deux sont à 200 000 euros a priori. Il y en a une qui est deux fois plus coûteuse que l'autre pour la commune, en fonction des choix, des possibilités données par les choses. Oui, on fait de la débrouille, je ne sais pas comment dire. Voilà. C'est la situation. Oui, alors, juste pour laisser le temps aux collègues de s'inscrire. En 2023, il y a eu un groupe de travail de la présidence du Sénat sur la décentralisation. Il appelait à chaque échelon à clarifier le panier de ressources cohérent avec les compétences et la dynamique de ces charges. Comment vous voyez cette proposition? Alors, vous l'avez élaborée pour les communes, mais dans une répartition commune, département, communes, interco, région. Est-ce qu'à l'association, vous avez réfléchi à ça? Je sais que ceux qui sont sur les départements et les régions, ils peinent un peu d'avoir aucun levier fiscal. Par contre, c'est vrai que il y avait la taxe d'habitation, c'était très logique de la mettre sur les communes. Le foncier bâti, ça peut se discuter. Maintenant, les choses sont comme ça. Mais c'est vrai que nous, on tient à des impôts de proximité, quoi. Je veux dire, comme vous l'avez dit, qu'il fasse un lien avec la commune. Après, je ne peux pas répondre pour les départements et les régions, mais c'est vrai que sans levier fiscal, ils sont... vous voyez, les régions, ça va pas trop mal, mais les départements sont en très grande difficulté. Ils ne savent pas quoi faire. Enfin, je ne suis pas là pour les défendre, mais ils ne savent pas quoi faire. Et ces difficultés pour les départements, vous l'avez ressenti après, puisque les départements financent aussi une partie des investissements. Là, vous l'avez ressenti, vous, dans les investissements? Oui, parce qu'en fait, il y a une retombée, c'est qu'en fait, ils aident sur l'investissement. En général, la plupart des départements et des régions font des aides aux communes en fonction de leur politique. Moi, pour le Loiret, ils nous ont dit qu'ils étaient en baisse de 20%. Mais il y a des départements où je crois que c'est tombé à zéro, d'après ce que j'ai entendu. Je mettrai les noms de départements de mémoire. J'ai peur de dire des bêtises, mais je sais que j'ai entendu dire que les départements étaient tombés à zéro. Pour les régions, nous, sur le centre Val-de-Loire, on est sur des contrats qui sont sur 4-5 ans. Donc leur engagement, il se tient. Après la fin des contrats, je ne pense pas qu'ils aient encore pris de décision. Après, il y a d'autres subventions. Par région, on a des subventions pour la culture, par exemple. Ils ont baissé de 10%. On a pas mal d'aides qui viennent sur le fonctionnement. Ils font des aides aussi à nos associations sportives ou culturelles. Il risque d'y avoir des variations, mais pour l'instant, je n'en sais rien. Parce que comme c'est... ils viennent de voter leur budget, il faudrait peut-être aller regarder, je sais pas. Mais je pense qu'on va avoir des mauvaises nouvelles. D'accord. Alors, on va peut-être donner la parole à la sénatrice Varillas pour une question, et puis après Monsieur Saumon, s'il y en a d'autres qui veulent poser des questions pour pouvoir les grouper. Sur deux aspects, j'aurais voulu vous interroger. Ce nouvel impôt dont vous parliez, comment vous en voyez les contours et comment ça a été abordé? Sur le nouvel impôt dont vous nous parliez, pour remplacer la TH quelque part, pour compenser la TH en tout cas. Voilà, comment vous voyez les choses et comment les ministres le perçoivent, parce que on sait qu'entre la TH et le foncier, vous disiez baisser le foncier, mais on sait qu'il y avait des liens entre les taux. Voilà. Oui, comment les choses vont s'opérer. Et puis, j'aurais aimé vous demander votre avis sur ce fameux coefficient correcteur, parce que ce qu'on entend beaucoup, moi j'ai fait le bilan sur mon département, par exemple, et je me rends compte que quand on additionne le foncier bâti qui est parti,
et que l'on additionne la TH et les coefficients correcteurs, c'est 57 millions d'euros de mon département qui sont partis vers l'urbain, puisque nos taux de TH sont nettement inférieurs à ceux des villes. Donc c'est l'argent de nos contribuables locaux, quelque part, qui part compenser ailleurs. Alors, quand j'ai interrogé la ministre, elle m'a dit, mais les métropoles et les grandes villes réalisent aussi des équipements dont profitent les communes rurales. Cette réponse ne m'a pas totalement satisfaite, bien évidemment, mais je ne vois pas que l'association des maires ruraux prenne une position très offensive sur ce sujet. Alors, on va grouper les questions. Comme ça, vous pouvez. Monsieur Saumon. Oui, merci. Moi, j'en avais plusieurs. La première, mais vous avez partiellement répondu. Je pense effectivement à l'incidence des regroupements de communautés de communes sur les potentiels, ou en tout cas les richesses fiscales des différentes communes qui ont été impactées. J'ai bien connu ça, en tout cas pour la mienne. Vous l'avez évoqué. Mais justement, est-ce que le système aussi, je dirais, de répartition des richesses, en particulier au travers des CLECT, est-ce que les IFER, selon vous, qui sont quand même quelque chose qui attire beaucoup des communes pour compenser des baisses de dotation, est-ce que c'est une bonne solution? Et d'autre part, la seule recette qu'ont les communes, en tout cas la seule autonomie fiscale, c'est le foncier bâti, même s'il y a des liens effectivement de taux. La loi ZAN, ou en tout cas trace demain, est de nature quand même à empêcher l'évolution des communes, et donc de ne pas permettre de richesse, alors que c'est la seule autonomie fiscale dont disposent aujourd'hui les communes. Donc à la fois sur les impôts économiques qui reviennent aux EPCI, et notamment donc les IFER, parce qu'évidemment chacun aimerait bien avoir une centrale nucléaire ou un pylône électrique dans sa commune. En tout cas, moi je connais parfaitement ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement, au travers ces différentes impositions, en tout cas ces différentes recettes fiscales potentielles, qu'elles soient mieux réparties sur les communes? Et Bernard Piffer. Oui, vous avez abordé tout à l'heure la difficulté que rencontrent les élus ruraux à élaborer les dossiers de demande de subventions. Pour avoir été maire d'une commune très rurale, j'ai pratiqué bien entendu ce dispositif, mais on ne vous entend pas particulièrement réclamer une simplification de ce process et un accompagnement dans le domaine de l'ingénierie, parce que l'élaboration des dossiers de subvention demande en amont souvent des études préalables qui sont impossibles à mener en interne, et parce qu'au faute bien entendu d'ingénierie propre, et que cela génère d'abord des dépenses supplémentaires avant que d'espérer faire le dépôt d'un dossier de subvention. Merci. Alors, donc, 3 questions. Enfin, Madame la sénatrice, d'abord, vous me parlez de ce projet de remettre un impôt. Voilà. En fait, c'est moi qui ai élaboré. J'ai fait si ça vous intéresse, je pourrais vous l'envoyer. J'ai fait un procédé qui non seulement est dans l'esprit que je vous ai expliqué, mais dans la forme pour voir comment ça peut fonctionner. Voilà. Donc, parce que j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. C'est-à-dire que c'est ce que me reproche le président Fournier. Mais on donne l'idée, puis après, c'est à eux de se débrouiller. Moi, je dis, attends, quand on se débrouille, après, par derrière une formule, un truc, il peut se passer n'importe quoi. Donc, si vous intéresse, je pourrais le donner, mais je reprends juste, c'est se baser sur quelque chose qui soit basé sur le revenu, mais qui touche tout le monde. C'est par exemple, celui qui est très pauvre, il paierait 0,3%, et celui qui est riche, il paierait... Il ne faut pas mettre les mêmes taux que sur l'impôt sur le revenu, puisque mon projet, c'est grosso modo qu'on gagne 9 milliards d'euros là-dessus. Et puis après, les communes pourraient baisser le foncier bâti. Il suffirait qu'on leur dise, voilà, par ce mécanisme-là, vous allez recevoir tant. Et donc, pour que son soit égal à même montant global, il faut mettre votre taux de foncier bâti à temps, comme on nous a fait quand on est passé en 2021. Voilà, vous voyez, les services fiscaux nous diraient, voilà, là, vous allez récupérer tant avec cet impôt. Si vous voulez perdre la même somme sur le foncier bâti, il faut mettre le taux à temps, et c'est ça qui serait considéré comme maintenir le taux d'imposition, vous voyez, un vase communicant, pour pas faire une pression particulière. Donc on allégerait pour les propriétaires et on ferait payer
et par derrière un mécanisme de péréquation pour que la commune de Neuilly-sur-Seine devienne très riche et celle de je sais pas où devienne très pauvre. Voilà. Voilà. Donc il faudrait intégrer de la péréquation, ce qui pourrait faire tomber d'autres choses, mais c'est un peu plus compliqué. Voilà l'idée de mon... Vous aviez posé une autre question qui était sur le coco, hein, c'est ça? Voilà. Alors c'est parce qu'il y en a qui sont bénéficiaires, là, c'est pour ça. Mais sinon, on arrive à quelque chose de paradoxal, c'est que... Et c'était pareil pour le FNGIR, souvenez-vous. Voilà. Et c'est toujours pareil pour le FNGIR, ça date de 2009, je crois, ou 2008 ou 9 ou 10. Enfin, c'était du temps de M. Sarkozy. On a finalement on prélève sur des territoires et on redonne à d'autres, non pas parce que c'est une justice sociale, mais c'est parce que un antécédent on leur a pris. Alors quand on leur prend, on peut comprendre qu'ils demandent la compensation, mais après au bout de 10 ans, 15 ans, qu'on continue à prélever sur un territoire pour donner à un autre, c'est ennuyeux. D'autant plus si on s'aperçoit que une typologie de commune est très perdante et une autre gagnante. Et que si les perdants sont des gens plutôt pauvres, les gagnants sont des gens plutôt riches. C'est ce que j'ai appelé des phénomènes d'anti-péréquation. Et voilà. Et là, il y a eu des études, c'est Madame Christine Pires-Beaune qui m'avait convoqué pour faire des études très précises. C'était déjà il y a 2-3 ans. Alors je sais pas d'où elle avait eu le document. Elle avait le document où on voyait que l'argent pris sur le rural arrivait sur l'urbain. Mais j'ai discuté plusieurs fois avec une fois avec Jean-René Cazeneuve, oui, il y a Cazeneuve et Cazeneuve. Je suis quelqu'un de calme, je suis presque engueulé avec lui, j'avoue, tellement il a dit que je comprenais rien. Et ça m'a agacé. Mais il voulait pas comprendre ce mécanisme. Il disait, mais non, de toute façon, c'était de l'argent du département, etc. Et là-dessus, évidemment, comment on va compenser les communes qui, du coup, sont perdantes? Est-ce qu'il faut qu'elles augmentent leur taux en prélevant? La question est délicate et c'est vrai que l'Association des ruraux de France n'a pas pris parti parce que je pense qu'une partie des adhérents ne seraient pas contents. Soyons francs, hein. Moi, je serais perdant dans ces cas-là parce qu'il se trouve que j'avais très peu de ressources. Quand je suis arrivé maire, le tiers de ma taxe professionnelle, c'était la boulangerie, c'est vous dire. Et j'avais très peu de ressources. Et du coup, j'ai mis, comme j'avais des projets, j'ai mis une taxe d'habitation assez élevée. Et donc, du coup, j'ai été mieux compensé. Mais des communes qui avaient un taux départemental élevé pour des raisons, pour une raison ou une autre, mais qui, eux, avaient laissé un taux de taxe d'habitation très bas, c'est le contraire. Et maintenant, ils financent la belle banlieue, les Hauts-de-Seine, etc. Voilà. Donc là-dessus, je crois qu'un jour, il faudra trouver une solution. On ne peut pas en permanence dire qu'il y a des territoires qui sont ponctionnés et d'autres qui reçoivent sur des raisons qui ne sont pas des raisons de péréquation et d'inégalité de ressources, qui sont plutôt en sens inverse. Et vous aviez une autre question, madame? Je crois que c'était tout. Après, vous avez parlé des IFER. Là, c'est vrai que l'Association des maires ruraux de France, on a réclamé qu'il y ait une part qui soit donnée aux communes, parce que pendant longtemps, enfin certains, pour les éoliennes et photovoltaïques, ça allait moitié au département et moitié à l'intercommunalité. Mais c'est vrai qu'il y a des communes qui, quand même, c'était sur leur commune. C'est toujours difficile de faire accepter des éoliennes ou panneaux photovoltaïques, peut-être un peu moins difficile. Et si le maire n'a pas au moins le levier de dire, ben voilà, ça permet d'enrichir la commune, c'est un peu difficile. Donc on s'est battu là-dessus à la MRF et on a partiellement eu gain de cause, puisque je crois que c'est 25 et 50, je crois, je ne sais plus trop. Oui. Et il y a même alors c'est juste pour les nouvelles installations. Et il y a de vos collègues, enfin j'ai été contacté par le sénateur de mon département, Hugues Saury, pour un projet que quand, disons, l'infrastructure était renouvelée,
ça tombe du coup dans ce cas-là. Je sais pas où c'en est, mais il m'avait consulté pour parler de ça. Attendez, j'ai oublié une question. C'était sur la simplification des procédures. Ah, la simplification des procédures. Si, on se bat là-dessus. Vous me dites qu'on se bat pas. Et Village d'Avenir, c'était Village d'Avenir. Je veux dire, c'est la MRF qui s'est battue pour obtenir ça et pour qu'on soit aidé à ce niveau-là. Ceci étant, ça restera toujours difficile parce qu'en fait, une commune, alors quand c'est un maire qui débute, une secrétaire qui est sur 3 communes, etc., c'est vrai que c'est compliqué s'ils se lancent là-dedans parce qu'ils connaissent pas toutes les procédures. Parce qu'enfin, nous, on va chercher au département, à la région, à l'État. À l'État, il y a déjà 3 choses. Et puis, vous aviez une autre question qui était... Ah bah oui, on est entièrement d'accord, oui. Mais comment? Voilà, il faut faire attention. Oui. Je dis qu'il faut éviter, il faut qu'il y ait un certain nombre de garde-fous, entre guillemets, passez-moi l'expression, c'est l'argent public. Donc tout argent public doit aussi se justifier dans la répartition. Mais pour les communes très rurales, on s'aperçoit quand même que, pour être membre de la commission DETR, on s'aperçoit que les communes très rurales ne déposent pas ou très peu de dossiers parce que et donc en réalité se détournent par obligation et par absence de compétences vers ces modalités opérationnelles financières. Et ça, moi, je trouve que ça génère quand même une incohérence et ça crée encore des différences, entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Par détournement en raison de l'absence d'ingénierie en interne. Et on pourra me rétorquer que l'ANCT, par exemple, apporte de l'ingénierie, mais il est bien de regarder dans quelle mesure et dans quelles conditions. Remettez votre micro. Oui. Quand il y a un maire qui débute et on lui dit il y a la NCT, il y a le CEREMA, il y a le préfet qui doit être votre interlocuteur, mais il y a 500 communes dans le département, donc le préfet, on ne le voit pas tous les jours. Vous savez qu'il y a la DETR, vous savez qu'il y a le fonds vert, etc. Mais qu'est-ce que je fais, quoi? Et en fait, quand on voit que un maire a de la bouteille, sait un peu faire les choses, ou un bon secrétaire, une bonne secrétaire générale, il en obtient beaucoup plus que celui qui ne sait pas faire. Alors c'est vrai qu'il y a de l'aide normalement entre collègues. Les intercommunalités peuvent aider aussi. Oui, les intercommunalités pourraient aider. Chez nous, c'est surtout le PETR qui nous aide parce que il y a plus de discussions sur les projets parce que la région nous demande de faire un contrat avec des axes, etc. Et du coup, on en discute entre nous. Mais ce que dit Monsieur le sénateur, là, c'est vrai. Hein, Alors tout à fait. Moi, j'ai postulé à Village d'Avenir parce que j'avais ce projet dont je vous ai parlé de géothermie. J'ai été retenu et en fait, au niveau ingénierie, j'ai un peu de la bouteille, donc je savais à peu près faire. Je vais un petit peu dans l'idée que j'aurais peut-être plus de DETR si c'était un projet qui était validé, ce qui je pense a été enfin j'en sais rien, mais bon, j'étais pas à la commission, puis je sais pas. Mais vous voyez, mais il y a des communes, alors c'était très variable. Par exemple, dans le Loiret, 16 communes retenues sur une cinquantaine, dans le Loir-et-Cher, 57 retenues sur pratiquement tout le monde retenu. Je ne sais pas pourquoi. Alors nous, la personne est venue, on a eu de la chance, c'est quelqu'un qui était déjà au courant des choses, parce qu'en fait, on était pris en décembre, en janvier, normalement il les nommait en janvier, et nous, c'était quelqu'un qui avait déjà été dans ce type de choses, donc tout de suite opérationnel. Il y a d'autres départements, il a fallu mettre 3 ou 4 mois avant que la personne soit compétente. Sauf que nous, elle est tellement compétente qu'elle est partie ailleurs et qu'on lui a proposé mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues, monsieur le rapporteur? Je pense qu'on a fait le tour. Après, ce qui est toujours impressionnant, ou en tout cas qui nous interroge un peu, c'est le côté, il faut quand même aller bien avoir un ou deux mandats dans les pattes avant de comprendre la nuée de dispositifs et la façon dont on peut s'en emparer ou pas et financer tel ou tel projet.
et ce qui peut aussi provoquer une forme de différence d'inégalité entre les communes et leurs équipes municipales. Moi, c'était pour ça que je vous posais la question sur l'intercommunalité, si ça peut être aussi l'échelon où le partage d'expérience et l'ingénierie peut aussi aider certaines communes. Oui, certainement. Je vous dis, le maire qui débute, c'est assez compliqué parce qu'en fait, quand on arrive maire, d'un coup d'un seul, on a des tas de projets, puis d'un coup d'un seul, on se retrouve à 90% de son temps à gérer du fonctionnement, si j'ose dire, le problème de, on vous dit, il y a un trou dans le trottoir, il y a telle personne qui est malade, voilà, etc. Et quand on est souvent obligé de continuer à travailler si on n'est pas encore retraité, et donc ça n'avait pas tant de temps que ça. Puis alors j'ai bien vu, parce qu'en fait il y a des maires qui se battent sur tous les fronts, puis il y en a d'autres, ils ont moins le temps, ils ont moins les compétences, ils ont moins l'envie, et après c'est les gens qui choisissent leur maire. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre écoute. On a 2 auditions demain. Une à 16h30 avec l'Institut de l'économie pour le climat et une à 17h30 avec l'AMF cette fois. Voilà, et c'est en salle A263, celle des affaires économiques. Ah oui, bien sûr. Je m'inquiète de voir combien la transition écologique est passée au second ou troisième plan dans les aides, les dotations et les objectifs. Et pour moi, c'est quand même inquiétant parce que ça va nous revenir en boomerang dans quelques années. Et non seulement l'isolation, etc., mais aussi la biodiversité. Oui, c'était un des chantiers du grand atelier des maires ruraux. Tout à fait bien. La reconnaissance du bien commun. Et voilà. Et puis là, ils font le 23 mai, ils font une nouvelle réunion sur l'eau. D'accord. Et donc, je pense, je vais être convié, je pense pouvoir y aller. Parce que je n'ai pas tout avoué, je suis aussi au bureau de l'Association des maires de France et je suis le maire référent sur les problèmes de l'eau. Donc des fois, vous pouvez me voir comme AMF et d'autres fois comme MRF, mais pour moi, c'est le même combat, c'est le combat pour améliorer la gestion de nos communes. Très bien. Merci monsieur. Merci.